Bonsoir à toutes et tous. On va démarrer ce webinaire dans quelques minutes. Très courte introduction. Donc on a voulu programmer ce webinaire avec LCL pour parler un peu de décarbonation à travers le verdissement du mix énergétique. Et donc on va présenter un peu plus en détail le programme de ce soir. L'idée, c'est de balayer un peu toutes les solutions qui nous permettent de réduire les émissions à travers, pas des enjeux d'efficacité énergétique, de changement de vecteur énergétique, mais plutôt à travers l'achat d'énergie bas carbone. Et donc pour ça, on fera intervenir Origo, qui nous parlera un peu de garantie d'origine et de comment on peut approvisionner de l'énergie verte à travers l'utilisation de garantie d'origine. On fera aussi un focus ensuite avec l'intervention d'LCL sur la possibilité de contracter à travers des PPA. Et puis on clôturera ce webinaire par une intervention de Indar New Energy qui nous fera peut-être une vision un peu plus large de la manière d'approvisionner l'énergie, de verdir son mix énergétique. Pour commencer et pour laisser les dernières personnes se connecter, je vais vous partager une toute petite vidéo en introduction. Maîtriser sa consommation d'énergie, réduire son impact carbone ou moins polluer lors de ses déplacements professionnels. Les enjeux énergétiques sont nombreux pour les entreprises et ce n'est pas toujours facile de mettre en œuvre la bonne solution. Pôle Énergie accompagne depuis plus de 10 ans les TPE-PME, grands groupes, collectivités ou encore associations du territoire des Hauts-de-France. Ainsi, nous favorisons l'attractivité des Hauts-de-France, soutenons offre et demande entre les acteurs et catalysons l'innovation. Pôle Énergie, c'est un ensemble de 6 expertises. Mobilité bas carbone, sobriété et efficacité énergétique, réseau et intelligence territoriale, décarbonation, hydrogène, biométhane et nouveaux gaz bas carbone, énergie renouvelable électrique et thermique. Comment agissons-nous à vos côtés? Notre équipe d'experts vous accompagne à travers des plans d'action concrets. La mise en place de stratégies énergétiques et de décarbonation, l'assistance dans la mise en œuvre opérationnelle, la mise en relation avec le partenaire le plus qualifié, le développement d'une intelligence territoriale pour anticiper et implanter des infrastructures énergétiques, la veille sur le secteur de l'énergie et une communication qui offre de la visibilité. L'énergie et les enjeux environnementaux sont l'affaire de tous. Pôle Énergie accompagne votre structure pour la rendre plus vertueuse dès demain. Êtes-vous prêt à accélérer la décarbonation et la transition énergétique de vos activités? Donc voilà, vous l'aurez compris, on fait un petit pas de côté par rapport à nos expertises propres au sein de Pôle Énergie. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur notre réseau de partenaires, d'adhérents pour accompagner tout le tissu économique sur ces enjeux-là. Alors sans plus tarder, je vais laisser la main à Origo pour se présenter et nous présenter un peu l'approche du verdissement par les garanties d'origine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Mohamed Mohamedi, le directeur commercial de la société Origo. Donc, que fait Origo? On accompagne des entreprises françaises principalement à se couvrir en ce qu'on appelle des garanties d'origine. Donc, je vais y venir juste après pour vous expliquer ce que c'est qu'une garantie d'origine. Et donc, on accompagne environ une centaine d'entreprises en France, entreprises et collectivités. Donc les deux, à travers la France, ça peut être des consommations diverses et variées, de la centaine de mégawattheures à quelques centaines de gigawattheures. Donc on n'est pas fermé, on n'a pas une cible particulière sur des grands consommateurs ou des petits consommateurs. On adresse tout type de consommateurs, tout type de secteur d'activité et également les collectivités. Donc ça, c'est le premier point. On accompagne également des entreprises françaises qui sont implantées à l'international. Donc si vous avez des entités ou des filiales à l'étranger, on peut également vous aider à acheter ces certificats ou l'équivalent dans les autres pays à travers le monde. Et l'autre petite subtilité d'Origo, c'est de vous accompagner si vous avez une envie ou une sensibilité particulière pour l'achat de garanties d'origine très spécifiques. Eh bien, on va pouvoir vous accompagner pour entrer dans les détails et dans les précisions au maximum. Mais j'y viendrai juste après. Donc, si je devais décrire Origo en quelques mots, et c'est mes premières slides, donc c'est une société lyonnaise, donc française, qui a été créée en 2014
par un ancien trader de la CNR, donc la Compagnie nationale du Rhône. Il était en charge de vendre l'électricité produite grâce aux barrages hydrauliques le long du Rhône. Et en même temps, il s'occupait de ce qu'on appelle les produits environnementaux, donc les garanties d'origine, que je vais vous expliquer juste après. Donc Origo en France est ce qu'on considère un pure player, c'est-à-dire que c'est notre seule activité, donc de se fournir et de vendre ces garanties d'origine à nos clients. Et on le fait aussi bien sur l'électricité que sur le gaz. Donc l'électricité est un marché qui existe depuis très longtemps, donc la garantie d'origine électricité qui existe depuis une vingtaine d'années, alors que le gaz vert, donc le biométhane, existe depuis quelques années. C'est une filière en plein développement. Donc les dynamiques de marché sont différentes quand on compare l'électricité et le gaz. Mais tout ça pour dire que c'est possible et que si vous avez également des envies de couverture en gaz vert, on peut vous accompagner également. Origo, au-delà d'acheter et de vendre des garanties d'origine, s'implique énormément dans tout ce qui est évolution réglementaire, rédaction de nouvelles, disons, entre guillemets, lois ou règles du jeu pour essayer d'apporter un maximum de robustesse et de fiabilité dans le mécanisme. Parce que parfois, on a certains clients qui nous parlent de greenwashing et qui ont peur de se lancer dans l'achat de garanties d'origine en se disant que ça peut avoir un impact négatif sur leur image, etc. Donc on essaye de les rassurer, de les accompagner, de les aider dans leur communication également. Et par la même occasion, on est très impliqué dans tout ce qui est réglementaire pour essayer de pérenniser et de robustifier la solution. Là, j'ai présenté, on a mis quelques chiffres de chiffre d'affaires. Donc on voit que l'évolution de l'activité, que l'activité est grandissante, elle croît d'année en année. Pourquoi? C'est aussi, on ressent une sensibilité différente des clients. Donc, il y a quelques années, c'était un sujet qu'on mettait un peu de côté. C'était un sujet plutôt volontaire. On y va, on n'y va pas. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Greenwashing ou pas, etc. Mais on sent quand même que depuis quelques années, il y a un intérêt de plus en plus grandissant, des objectifs de réduction d'empreinte carbone. Et en général, l'achat de garanties d'origine permet assez facilement et rapidement de réduire son empreinte carbone sur le scope 2 pour l'électricité et le scope 1 pour le biométhane. Mais j'y viendrai juste après. Et ensuite, on accompagne des clients, comme je vous disais, français à l'international et on peut les couvrir à travers plus de 70 pays parce que ça, c'est ce qu'on a fait, mais on pourrait faire encore plus. Si vous êtes, par exemple, implanté dans des pays que nous ne traitons pas encore, mais c'est tout à fait possible si vous êtes une multinationale de le faire depuis la France, centraliser la démarche pour avoir un contrôle et un suivi des objectifs s'ils sont atteints ou pas dans chacun des pays. Qu'est-ce qu'une garantie d'origine? Parce que finalement, je vous parle de garantie d'origine depuis tout à l'heure, mais sans vous avoir expliqué ce que c'est. Une garantie d'origine, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand vous produisez de l'électricité ou du gaz, vous allez le produire grâce à des centrales nucléaires, grâce à des barrages hydrauliques, des centrales éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des centrales biomasse ou de cogénération, ou des centrales gaz, etc., etc. Et finalement, en fait, une fois qu'on injecte cette électricité produite sur le réseau, tout se mélange et on n'arrive plus vraiment à faire la différence entre ce qui est nucléaire, ce qui est renouvelable ou ce qui est fossile. Et donc, comme la filière renouvelable dépend énormément des subventions de l'État, eh bien, l'État a mis beaucoup d'argent public pendant des années pour essayer de dynamiser la filière et de développer les énergies renouvelables en France, mais aussi en Europe et dans bien beaucoup d'autres pays. Finalement, l'État se retire progressivement. On a créé ce mécanisme de garantie d'origine pour essayer de créer de la valeur. Aujourd'hui, ça a une valeur, mais pas suffisante pour financer cette filière. À côté de ça, on a un marché de l'électricité. Donc aujourd'hui, un producteur, quand il produit son électricité verte, il va l'injecter sur le réseau. Soit il bénéficie d'une subvention de l'État et donc il est tranquille, soit il n'en bénéficie pas, il va essayer de revendre cette énergie sur le marché, donc il va dégager un certain revenu, et en parallèle, il va vendre ce qu'on appelle une garantie d'origine. C'est-à-dire que quand vous injectez une certaine quantité d'énergie verte sur le réseau, vous avez le droit derrière de générer une sorte de document électronique qui vous permet de dire qu'à un moment donné de l'année, vous avez injecté une énergie verte. Cette énergie verte, on va pouvoir essayer de la revendre à un consommateur final qui, lui, en fait, va avoir deux intérêts, on va dire, principaux. Le premier, ça va être éventuellement pour des soucis d'image, on va dire, de communication, si vous souhaitez communiquer et dire que vous consommez vert, par exemple, mais également
pour le reporting carbone, donc pour le calcul de votre empreinte carbone. On sait qu'énormément d'objectifs pour 2025, 2030, de réduction d'empreinte carbone, certains de neutralité carbone. Bien, en fait, grâce à l'achat de ces garanties d'origine, donc à un moment donné, on a injecté de l'énergie verte sur le réseau. Vous allez acheter ce certificat pour garantir que vous êtes le propriétaire. Et en fait, derrière, vous allez pouvoir, lors de vos audits et de votre reporting, intégrer ces certificats-là, ces documents électroniques, dans la réduction de votre empreinte carbone. Quand on le fait en France, bon, le gain carbone de l'électricité n'est pas énorme. On ne va pas se cacher. Mais par contre, ça a quand même un impact. Ça permet quand même de retirer quelques tonnes. Ensuite, si vous le faites dans d'autres pays d'Europe, si vous êtes implanté ailleurs en Europe, je pense notamment à l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, ça peut avoir des effets non négligeables, avec des réductions assez importantes. Et si vous le faites encore en dehors de l'Europe, c'est-à-dire en Asie, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord ou même en Afrique, là, à ce moment-là, vous allez avoir des gains encore plus importants en réduction d'empreinte carbone. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire un accompagnement plutôt global et international pour essayer de vous faire un calcul dans sa globalité de la réduction de l'empreinte carbone et voir quels sont les bénéfices. Là, je vous montre une carte. C'est une carte où les certificats, donc les garanties d'origine ou équivalents, sont disponibles à travers le monde avec des ordres de grandeur de prix. Donc, ce sont plutôt des prix, disons, de marché, de gros. Donc, ça veut dire que, en fonction des volumes de consommation, le prix peut évoluer. Si vous êtes un très gros consommateur, on va se dire que le prix va être très proche du prix de marché. Mais quand vous êtes un petit consommateur, bien évidemment, le prix va augmenter. Mais c'est juste pour donner une idée de où les certificats sont disponibles à travers le monde, où est-ce que Origo peut vous aider, et également quels sont les niveaux de prix pour se dire, bon, bah, ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup parce que budgétairement, c'est trop important. Alors, pourquoi consommer? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on a l'impact réduction de l'empreinte carbone, qui peut être non négligeable. Et donc, ça, on est à votre disposition si vous souhaitez qu'on fasse des petits calculs, des petites simulations pour voir exactement quelle va être l'économie en carbone que vous pouvez faire grâce à cet achat. Ça permet de valoriser la démarche RSE. Donc, comme je disais tout à l'heure, la communication, l'intégrer dans les reportings, l'intégrer dans les calculs d'empreinte carbone, etc. Et aussi, on peut parler de conformité réglementaire. Alors nous, c'est ce qu'on appelle de la soft regulation, parce que c'est pas une obligation au sens strict du terme, mais finalement, ça va être, voilà, si vous êtes CDP, si vous avez des objectifs SBTI, si vous calculez votre empreinte carbone via le GHG protocole parce que vous êtes une entreprise à l'international. Ça peut être aussi intégré dans la CSRD, parce qu'on entend beaucoup parler de CSRD, même si ça a été revisité ou décalé, etc., bah, ça peut être intégré également. Donc la garantie d'origine répond à tous ces points. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La garantie d'origine électricité permet d'effacer le scope 2 si vous consommez 100% d'énergie verte et vous permettra de réduire votre scope 1 si vous achetez des garanties d'origine biométhane. Ici, vous avez également une petite courbe que j'aime bien partager avec nos clients, c'est l'évolution des prix de la garantie d'origine. Et en fait, on observe deux montagnes, une petite à gauche et une un peu plus importante à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché des garanties d'origine électricité dépend énormément des fondamentaux qui sont la météo et l'équilibre offre-demande. L'équilibre offre-demande, il est très difficile à évaluer parce qu'en fait, on reste dans une démarche volontaire et donc il suffit que les prix soient assez hauts pour que pas mal de clients se retirent, surtout ceux qui n'ont pas fait des communications très engageantes. Donc ça, c'est un phénomène qui peut arriver et qui est difficile à évaluer. Et le second, c'est la météo. Donc aujourd'hui, le marché de la garantie d'origine électricité est énormément drivé par les ressources hydrauliques. Donc, quand on a des sécheresses qui sont plus ou moins importantes, on a un effet direct sur le prix de la garantie d'origine. Ça peut être des mécaniques différentes du marché de l'électricité ou du gaz. Et donc, on voit qu'en 2018 et en 2022, on a eu des pics de sécheresse. Donc, en 2022, beaucoup plus importants, qui finalement ont créé énormément de tensions. À ça, on ajoute un peu de spéculation parce qu'en fait, les choses deviennent un peu moins visibles et il y a un effet panique. Et on a atteint des prix autour de 10 € du mégawattheure. Aujourd'hui, on est plutôt à des niveaux bas. Et ce qu'on recommande à nos clients, c'est de plutôt essayer de se couvrir et de faire une couverture pluriannuelle sur 3, 4, 5 ans. Comme ça permet de fixer un prix qui est relativement bas et éviter de subir une forte augmentation des prix si on a une sécheresse qui n'avait pas été prévue. Je vois que le temps file.
Et donc, je vais finir par cette dernière slide sur un cas particulier qu'on a en France et uniquement en France. Donc, ça concerne les communes, les groupements de communes ou les métropoles. Donc, c'est intégré dans le Code de l'énergie. Donc, si certains sont intéressés par la suite, je peux partager avec grand plaisir les articles du Code de l'énergie qui dit en fait qu'aujourd'hui, l'État récupère des garanties d'origine gratuitement de toutes les centrales qui sont subventionnées, que ce soit pour l'électricité ou le biométhane. Une fois que l'État récupère ces garanties d'origine, donc déjà, pourquoi est-ce qu'il les récupère gratuitement? Parce qu'il estime qu'il participe à l'effort du développement des renouvelables et que donc il investit déjà pas mal d'argent et que du coup, si on laisse le producteur bénéficier en plus de la garantie d'origine, ce serait une sorte de subvention déguisée. Donc l'État a dit, moi je récupère ces garanties d'origine que je vais vendre via des enchères. Donc on a des enchères mensuelles pour l'électricité et trimestrielles pour le gaz, et donc des acteurs comme Origo ou d'autres se positionnent pour acheter des garanties d'origine. Et donc en fait, ce que dit le Code de l'énergie, il dit que quand vous êtes une collectivité, un groupement de communes ou une métropole ou une institution publique de manière générale, vous pouvez préempter ces garanties d'origine gratuitement. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de prix allant de 1, 2 à 3 euros du mégawattheure. En fait, si vous préemptez ces garanties d'origine, vous pouvez les récupérer pour presque zéro. Parce que ce n'est pas vraiment zéro, parce que finalement, derrière, on va vous aider à mettre en place tout le process, à récupérer ces garanties d'origine, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour l'électricité. Et pour le gaz, ça vaut encore plus le coup, parce qu'une garantie d'origine biométhane vaut autour de 15 euros du mégawattheure au marché de gros. Donc ça veut dire qu'on peut faire une économie non négligeable si on a l'envie d'acheter des garanties d'origine pour dire qu'on consomme de l'énergie verte. Donc les collectivités ont une carte à jouer sur ça. Je pense que ça peut valoir le coup d'y réfléchir. Je sais que quand on est une collectivité, on a les périodes électorales qui approchent, notamment mars 2026, mais on peut la garder dans le viseur et se dire qu'après la période électorale, on peut se plonger sur ce sujet-là et creuser un peu plus. Voilà, je vais m'arrêter sur ce cas particulier. Ouais. Et puis, je Merci suis ouvert à Mohamed. toute question. Merci Mohamed. Alors, il y avait une première question, on va faire assez vite, sur l'acronyme EAC. Que veut EAC dire est l'acronyme l'équivalent de EAC? garantie d'origine, mais à travers le monde. Et c'est Energy Attribute Certificate. Donc, c'est un raccourci anglais pour dire que c'est un attribut énergétique sous forme de certificat, tout simplement. J'ai encore une autre question sur le montant de négociation, une fourchette pour la préemption de ces certificats. On Ouais. voit combien Ça, en fait, ça dépend du volume. Ce qu'on fait, c'est qu'on a commencé à discuter avec certaines collectivités et en général, on essaie de rester sous les seuils pour éviter de faire un marché public. Donc, en général, ça dépend et du volume et du montant global, mais c'est de l'ordre de la dizaine de centimes. On peut être entre 20 centimes et 80 centimes par mégawattheure pour la prestation. Mais bien évidemment, plus le volume est important, plus la commission sera faible. C'est notre manière de faire. Oui, très clair. Puis après, il y avait une question, est-ce que le marché est accessible au privé? Mais vu que là, on est sur une formule spécifique de préemption, c'est que pour le public, quoi. Alors, pour la préemption, c'est que pour le public. Après, les enchères Le sont, marché des garanties d'origine, accessibles à tous. Donc, si une entreprise privée décide de s'enregistrer sur l'enchère, y participer, etc., c'est ouvert, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que ça demande pas mal d'administratifs, d'aller aux enchères, d'immobiliser un peu d'argent, et ainsi de suite. Mais c'est accessible. Ok, très clair. Du coup, on passe à la suite. Je laisse Gladys Leclerc, du coup, et Cyril, qui lui, il est bien connecté. Cyril Pernel, du coup, passer sur la suite pour LCL et nous présenter plutôt les possibilités de PPA et nous parler de PPA Brownfield. Alors, ravi de vous retrouver pour ce webinaire avec Pôle Énergie. Et en effet, au LCL, on a mis en place toute une organisation et on va vous parler avec Gladys des PPA Brownfield. Rapidement, voici l'agenda qu'on a prévu de vous présenter avec une présentation de la direction des solutions durables et décarbonation chez LCL. Et puis, Gladys prendra la parole sur le marché de l'énergie, faire un petit point sur le sujet. La direction des solutions durables a été créée chez LCL avec tout un dispositif pour accompagner l'ensemble de nos clients entreprises sur les sujets décarbonation. Et nous avons aujourd'hui au sein de ces directions 4 grands pôles
les responsables solutions durables en région, dont je fais partie et qui vous permettent aujourd'hui d'aborder l'ensemble des sujets énergie, bilan carbone et décarbonation au sens large. Nous avons également une filière énergie dont Gladys fait partie. Et puis tout un écosystème que LCL a créé avec un ensemble de partenaires et en même temps notre cœur de métier, le financement durable. LCL aujourd'hui est au centre des acteurs de l'énergie et puis finalement les entreprises consommatrices d'énergie. C'est pourquoi on a créé tout un dispositif, on a accompagné pas mal d'acteurs, donc on a aujourd'hui une connaissance forte des acteurs de l'énergie. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que LCL, c'est une ETI sur 2 aujourd'hui qui est client de LCL que nous accompagnons. Et généralement, l'énergie est un sujet. Donc, nous avons décidé de créer cette direction. Au cœur de ce sujet, il y a l'énergie et notamment une offre sur les PPA que Gladys va vous exposer à l'instant. Voilà. Et vous voyez ici l'ensemble de notre écosystème. Nous travaillons avec de nombreux partenaires, dont Rigaud sur l'approvisionnement décarboné que vous voyez en bas, et puis l'ensemble des PPA que nous pouvons mettre à disposition en lien avec les différents développeurs que nous connaissons. Alors, bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon. Alors, je prends la suite de Cyril. Je travaille en effet dans la même équipe chez LCL au sein de la direction Solutions durables et décarbonation. Et pour ma part, je développe notre offre PPA. Voilà. Alors, pourquoi l'offre PPA? Déjà, revenons sur le marché de l'énergie qui est très volatile, alors qu'il a été beaucoup et avec des prix hauts au moment au début de la guerre. Et donc, on a connu une vraie crise sur le marché de l'énergie avec des prix qui dépassaient en fait tout ce qu'on avait connu jusqu'ici en France. Depuis 2023, les prix de l'électricité sont assez durablement baissiers. Cependant, on a des facteurs sur le marché qui font penser qu'il faudrait se couvrir. Les facteurs, ce sont notamment la fin de l'Arenh là, dans quelques jours maintenant. L'Arenh qui couvrait le prix du nucléaire à 42 € du mégawattheure. Également, le prix à payer en fait, pour les nouveaux EPR. Selon un rapport de la Cour des comptes, il y a quand même un certain nombre d'investissements à faire. Et donc, du coup, il faut que le prix de l'électricité soit adapté au coût de ces investissements. EDF, en ce moment, propose des CAPN ou autres contrats pour le nucléaire, évidemment pour prendre la suite sur l'Arenh, mais il y a des sujets d'avance en tête qui peuvent parfois freiner. Et puis, alors, en termes de consommation à venir, il y a eu récemment un dernier rapport de RTE. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'est pas à la hauteur prévue initialement, cette consommation d'électricité. Cependant, avec les consommations qui sont liées à l'IA, il est bien possible que les prix, du coup, soient impactés par ces consommations. Pourquoi se couvrir sur une solution PPA? Alors, qu'est-ce qu'un PPA? Je ne sais pas ici si tout le monde a bien en tête ce qu'est un Corporate Power Purchase Agreement. C'est un contrat en fait d'électricité qui fonctionne de gré à gré entre un développeur du coup qui construit et exploite des parcs d'énergie renouvelable, exemple photovoltaïque ou éolien, et qui va signer un contrat en direct avec un corporate. Il s'agit d'avoir une stratégie sur tout ce qui est environnement. Ici, les acteurs impliqués seront les directions achats, les directions RSE, et également en fait d'avoir une vision financière, puisqu'on va se couvrir grâce à ce corporate PPA pour sécuriser un prix sur du long terme. Donc on a vraiment en fait ces deux facteurs quand on s'intéresse à un PPA. Le premier en fait, cette vision environnement qui était portée plutôt en effet, comme le disait Mohamed tout à l'heure, par toutes les réglementations CSRD, mais ça peut être aussi par des certifications comme des certifications EcoVadis notamment, et ça peut être porté également donc, par une stratégie financière en disant moi je veux couvrir un prix sur une longue durée et pour cela je passe par un PPA. Les PPA en France, ils se sont développés assez récemment, plutôt 2019-2020 et puis évidemment au moment de la crise énergétique, et ils se sont développés au départ avec les grands corporates qui ont des consommations énergétiques fortes et qui peuvent réserver un parc entier d'énergie renouvelable pour leur propre consommation. Bon, les exemples connus, et d'ailleurs les entreprises qui ont continué de faire des PPA cette année sont par exemple SNCF ou Orange
donc, qui peuvent réserver donc, 1, 2, 3 parcs d'énergie renouvelable pour leurs propres besoins. Or, chez LCL, en fait, nous sommes vraiment la banque qui accompagne le mid-cap, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire. Et les entreprises de taille intermédiaire, alors certaines ont des grandes consommations énergétiques, d'ailleurs il y en a dans le Nord, d'autres ont des consommations énergétiques plus modestes, alors ça peut être quand même 50 gigawattheures par an, mais ça peut être également 5 gigawattheures par an. Et pour autant, on peut avoir envie de se couvrir sur le marché de l'énergie qui a une volatilité assez importante. Et donc, en fait, LCL et d'autres, puisque la région Nouvelle-Aquitaine également, se sont dit on va aider les entreprises de taille intermédiaire à s'approvisionner sous forme PPA. Et pour cela, en fait, on va agréer un pool d'acheteurs, on va réserver un parc d'énergie renouvelable, photovoltaïque ou éolien. Là, en ce moment, chez LCL, nous avons une opération sur un parc éolien. Nouvelle-Aquitaine a annoncé une signature sur un parc photovoltaïque. On a en fait agrégé un pool d'acheteurs parmi nos clients qui sont intéressés par cette couverture et qui prennent chacune un bout du parc. Voilà, donc sur l'opération en cours, je vous en donnerai plus d'informations tout à l'heure, mais on peut avoir une dizaine d'entreprises qui sont réunies en pool d'acheteurs pour réserver un parc d'énergie renouvelable à un prix fixé pendant 20 ans. Il y a plusieurs typologies de PPA. Pour moi, c'était assez important de revenir dessus pour dire qu'est-ce que nous faisons et où est-ce que nous pouvons vous accompagner. Donc, pour les typologies de PPA, on parle notamment de PPA Greenfield ou Brownfield. Le Greenfield étant le parc à construire. Alors, il n'y a pas de définition précise, notamment dans le Code de l'énergie sur ces sujets-là. Donc, sous toute réserve des définitions de chacun dans vos entreprises, le Greenfield correspond normalement à un parc qui va être à construire ou alors un parc très, très récemment mis en service. Le Brownfield correspond à un parc qui est amorti, qui souvent en fait a bénéficié de tarifs réglementés suite à des appels d'offres de la CRE, Commission de régulation de l'énergie, et qui sort en fait de cet appel d'offres et qui est toujours en production. Et donc, il est intéressant d'aller également s'approvisionner sur ces parcs à des prix qui peuvent être en plus intéressants que sur le Greenfield. Autre élément sur les typologies des PPA, on parle de corporate PPA ou de utility PPA. Nous travaillons sur les corporate PPA puisqu'on accompagne les entreprises. Les utility, en fait, ce sont ceux que les fournisseurs font eux-mêmes. Engie, par exemple, peut faire un utility PPA. On a plusieurs types de livraisons possibles. Nous-mêmes nous intéressons aux livraisons physiques off-site, c'est-à-dire qu'on est en dehors du site, en dehors du foncier de l'entreprise et on s'intéresse à un parc photovoltaïque ou éolien. On peut avoir du coup des PPA sur toutes les technologies d'énergie renouvelable et on peut avoir des profils pay as produced ou baseload. Si on résume assez bien, aujourd'hui on a plutôt du pay as produced ou des profils plus structurés. Le pay as produced correspond en fait à un PPA où le consommateur porte le risque de la production qui est par définition intermittente sur le parc d'énergie renouvelable. Le baseload est un PPA un petit peu qui est plus simple à intégrer. En tout cas, c'est la volonté au moment où on s'intéresse au baseload, c'est-à-dire qu'en fait, on va transformer la production qui est intermittente en un bandeau qui sera intégré dans votre contrat de fourniture. C'est du coup une gestion des écarts à faire pour pouvoir transformer un profil intermittent en bandeau. Et donc, évidemment, il y a des coûts liés à cette transformation. On peut avoir aussi des prix fixes ou des prix indexés. Pour ma part, j'ai plus souvent vu des prix indexés puisque je travaille vraiment sur les PPA depuis 2023. Mais on peut encore avoir des prix fixes. Pour pouvoir travailler avec LCL sur un PPA, nous avons certains prérequis, mais qui sont valables en fait pour tous ceux qui voudraient s'intéresser à un PPA. Je dirais que le premier prérequis, c'est quand même de voir votre contrat de fourniture, c'est-à-dire que par rapport à votre stratégie définie sur l'électricité, vous avez signé un contrat de fourniture qui est plus ou moins flexible. Je m'explique, vous avez des contrats de fourniture qui sont, on parle par exemple de bloc plus spot, qui sont assez flexibles, où on peut intégrer un PPA quand on le souhaite, alors qu'on a des contrats de fourniture qui sont par exemple des contrats clics, sur lesquels en fait du coup vous cliquez vos prix à différentes périodes, et donc vous vous couvrez par avance en fait sur un volume et un prix. Et donc là, du coup, soit vous avez prévu avec votre fournisseur l'intégration du PPA dans votre contrat, et donc ce sera possible, soit ce n'est pas prévu, et là, votre fournisseur sera en mesure de vous autoriser ou non à intégrer le PPA. Si jamais il n'était pas en mesure d'intégrer le PPA, alors il faudrait
travailler avec lui à regarder quand est-ce que votre contrat de fourniture arrive à échéance et bien demander en fait la possibilité d'intégration d'un PPA lors du prochain contrat de fourniture. Alors, avoir une consommation d'électricité suffisante, nous, du coup, comme nous nous intéressons aux consommations des entreprises de taille intermédiaire, nous avons structuré ce produit de PPA multi-acheteur qui permet de s'intéresser à un PPA à partir de 4 à 5 gigawattheures de consommation d'électricité par an. En règle générale, quand on s'intéresse à un PPA et qu'on veut faire un PPA mono-acheteur, c'est-à-dire un PPA avec un parc pour ses propres besoins, il faut quand même consommer minimum 20 à 30 gigawattheures d'électricité par an. Nous recommandons à nos clients de ne pas dépasser 30% de couverture en PPA parce qu'on estime qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc se laisser 70% pour son autoconso, par exemple, et puis donc du coup pour le complément de fourniture. Cependant, je parle avec des entreprises qui ont prévu de se couvrir à 70% sur du PPA. Tout dépend de sa stratégie là-dessus. Alors, pour qu'on puisse vous accompagner, nous, LCL, évidemment, nous souhaitons que vous soyez client ou alors que vous deveniez client LCL, et cela en fait afin de pouvoir vous accompagner à travers une garantie bancaire à première demande qui vient couvrir votre risque auprès du développeur et qui du coup est rassuré en sachant que LCL viendra couvrir un risque de défaut de votre part au cas où il y ait un problème. LCL, donc tout à l'heure Cyril expliquait que chez LCL nous avons des clients qui sont producteurs d'énergie. Et puis également, nous avons des clients qui sont gros consommateurs d'énergie. Donc nous, en fait, on met en relation les deux parties. On s'intéresse maintenant, en fait, au PPA brownfield. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a de nombreux actifs qui sont en train de sortir d'appels d'offres et qui, donc, du coup, je vous le disais, sont toujours productifs. Ils ont des prix, ces parcs, ces PPA, qui peuvent être plus compétitifs que les PPA greenfield, plus alignés avec les prix de marché. Donc, ça peut intéresser certains d'entre vous de se couvrir entre 3 à 10 ans sur des PPA brownfield. Nous avons du coup sélectionné, identifié plusieurs projets brownfield, plutôt des projets éoliens. Alors après, on a quelques projets qui peuvent être hybrides avec un peu de solaire. Quand je vous dis que nous avons identifié ces projets, ça veut dire qu'on a travaillé avec nos clients développeurs qui nous ont fait remonter les parcs qui étaient disponibles pour être proposés aux clients LCL. Et donc, dans la mesure où ces parcs peuvent vous intéresser, on signe un NDA avec le développeur. Donc, entre le développeur et le client consommateur, on vous met en contact et vous commencez à travailler sur votre projet ensemble. Sur la partie PPA multi-acheteur, donc là, nous avons vraiment souhaité accompagner les clients qui consomment moins d'électricité et qui veulent se positionner sur le PPA. Ici, je voulais vous préciser l'offre en cours. Et l'offre en cours se situe sur un parc éolien en Nouvelle-Aquitaine. On communique le prix sous NDA, évidemment, mais je serais ravie de vous le communiquer pour ceux qui sont intéressés. Et nous avons construit le package contractuel complet, ce qui fait quand même économiser environ 100 000 € sur une négociation PPA Greenfield entre le développeur et l'acheteur. Voilà, donc nous, on les a portés. Donc, on a ce PPA qui est en cours de distribution et en fait, on peut se positionner sur ce PPA même à partir de 1 ou 2 gigawattheures de volume pour participer. Enfin, nous avons évidemment identifié des projets Greenfield, alors là, plutôt en photovoltaïque, sur des projets qui sont agrivoltaïques ou non, et sur des prix intéressants, puisqu'on a des prix qui vont de 65 à 68 € du mégawattheure sur des projets qui courent entre 10 et 20 ans, plutôt 15 et 20, pour être vraiment transparente, et qui sont, et ça c'est vraiment important pour LCL, purgés de recours. C'est-à-dire que bien qu'ils soient à construire, ils ont passé toutes les étapes administratives et nous sommes sûrs qu'ils vont voir le jour. Voilà ce que je peux vous dire sur l'offre PPA de LCL. Et peut-être en quelques mots, vous dire que si on s'intéresse à un PPA, c'est qu'on a décidé de se couvrir sur une durée et sur un prix, et que cela va nous permettre d'avoir un approvisionnement vert sur lequel on aura les fameuses garanties d'origine dont parlait Origo tout à l'heure, des garanties d'origine qui sont du coup tracées sur un actif précis en France et qui ont une valeur très forte. Voilà. Et je serais ravie de vous renseigner davantage si vous avez des questions. Merci Gladys.
Alors moi j'avais une question, je vais la garder pour après. Il y a une première question de Christophe Chauvet de Phare Conseil. Il pose la question, est-ce que c'est pas dans l'intérêt des banques et des développeurs ENR de partager le risque avec le client en substitution de l'État qui octroierait des prix en obligation d'achat ou en complément de récupération? Oui, c'est une très bonne question. En fait, tout à l'heure, Mohamed le disait aussi, en fait, de toute façon, l'État qui a beaucoup subventionné le marché des énergies renouvelables, aujourd'hui, montre une position de recul et de remise en question sur ces sujets-là. Donc, évidemment, le PPA prend tout son sens dans ce moment, en fait, que nous vivons. Et en effet, nous avons la volonté d'accompagner développeurs et clients sur ce marché des énergies renouvelables. Ok. Du coup, moi, ça me fait ouvrir une autre question. En fait, c'est les niveaux de prix. Je me mets dans la peau du consommateur d'énergie. Est-ce que le niveau de prix, il reflète le niveau de prix en PPA, là aujourd'hui, il reflète bien la réalité économique des parcs ENR? Ou est-ce que justement, il n'est pas un peu faussé parce qu'il peut potentiellement venir en concurrence d'AO creux ou de tarifs d'achat garantis par l'État? Est-ce que le niveau de prix aujourd'hui, il est plutôt drivé par une réalité technico-économique et de rentabilité du capital investi, ou est-ce qu'il est encore un peu faussé parce qu'on a quelque part toute une logique de tarifs d'achat, de subventions qui vient quand même, qui a quand même tendance potentiellement à surenchérir un peu ça? Alors, je comprends la question. Alors, je vais simplement, moi, je ne suis pas développeur, donc je vais répondre avec ma vision et ce que j'observe du marché. En effet, on a en fait des tarifs qui sont toujours intéressants sur les appels d'offres creux. Donc aujourd'hui, si je suis développeur et à condition que je puisse remplir le cahier des charges qui correspond aux appels d'offres, il va toujours être intéressant d'aller vendre mon électricité de cette manière-là pour une raison de prix et de sécurité également de paiement. Cependant, aujourd'hui, les développeurs sont très concernés par ce qui se passe sur le marché et beaucoup ont déjà pris le virage des PPA et ceux qui ne l'ont pas encore pris sont très intéressés pour aller prendre le virage des PPA. On se trouve à un moment, en fait, où les développeurs se disent, moi, je veux bien faire un geste sur mon prix, mais je suis convaincue que les prix vont repartir à la hausse d'ici quelques années. Donc, ça me gêne d'aller faire un effort, en fait, sur plus de 5 ans ou un peu plus, parce qu'en fait, je pense vraiment que les prix vont augmenter. Et à l'inverse, les acheteurs disent, ah non, mais les prix de toute façon baissent depuis un moment et ils vont continuer d'être bas pendant encore longtemps. Alors là, je n'ai pas de boule de cristal. Je vous ai donné les éléments qui font penser que les prix pourraient repartir à la hausse. Cependant, les entreprises et les industries peuvent aussi avoir en tête que l'État réfléchit à accompagner ces industriels quand même et donc du coup à conserver un prix raisonnable sur le marché de l'électricité. Une fois qu'on a dit ça, je pense que les négociations de PPL se font vraiment en one-to-one, c'est-à-dire un développeur, un corporate. Chacun voit son intérêt pour aller négocier le bon prix, mais pour chacune des deux parties. Et nous, on a vraiment envie d'accompagner ce marché, donc on fait en sorte de créer des matchs entre les différentes parties prenantes. Je me permets d'intervenir, si ça ne vous dérange pas, pour compléter la réponse de Gladys. En fait, il ne faut pas voir le PPA comme une comparaison avec les prix du marché de l'électricité. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme un outil de sécurisation d'un prix. Si ça le permet dans votre business model, comme ça, vous êtes tranquille et vous avez de la visibilité pour les 10, 15 ou 20 prochaines années. Alors que de rester au marché, c'est beaucoup moins lisible et beaucoup moins visible. Et donc, il y a éventuellement des risques qui sont un peu plus importants. Donc, dans le cas où vous allez au marché, vous avez un peu le comportement du trader, alors que dans le cas où vous allez sur le PPA, vous avez le comportement du bon père de famille. Mais bien évidemment, vous payez un petit premium parce que vous avez cette sécurité sur 10, 15 ou 20 ans. Après, il faut juste se poser la question et de se dire quelle est mon aversion au risque ? Est-ce que ça rentre dans mon business model et dans le produit que je vends à la fin, parce que ça va répercuter le coût du produit final, et se dire, si ça passe, OK pour le PPA. Si ça passe pas, dans ce cas, je reste au marché, mais avec un risque que les prix explosent à un moment donné, ou pas, bien évidemment. Et si c'est l'inverse et que ça baisse, vous aurez gagné parce que vous aurez été un bon trader. Si je devais résumer de mon côté et donner un... Voilà, merci. C'est assez bien résumé. Ouais. Merci Mohamed. Très bien, je ne vois pas d'autres questions. Je propose qu'on poursuive. Du coup, je vais laisser la main à Yvonne et Louise pour faire encore un petit pas de côté. Je vous laisse introduire Indar, Yvonne et Louise et puis présenter.
Donc, je me présente, donc Louise Longuet de chez Indar New Energies. Indar New Energies, c'est un cabinet de conseil en stratégie en approvisionnement, donc électricité-gaz, qui a 30 ans d'existence bientôt, qui a été, je crois, le premier à être créé au moment de la dérégulation des marchés et donc qui accompagne aussi bien des fournisseurs que des industriels pour tout un aspect stratégie marché. Et puis, en parallèle, on a aussi une équipe dédiée à tout ce qui est info de marché, bulletins, ce genre de choses. Donc, on fait pas mal d'intelligence de marché, des projections. Ça, c'est un petit peu pour nous présenter. La question qui était posée aujourd'hui, c'était vraiment verdir l'approvisionnement de son mix énergétique. On a vu les GEOs, on a vu les PPA. Nous, on s'est concentré sur l'aspect électrique. On n'a pas été parler de tout l'aspect gaz parce qu'on était contraint en temps. Donc, voilà. Je pense que aujourd'hui, si on peut parler d'un contexte de marché, concrètement, il y a quand même moins de PPA qui sont signés, parce que selon Pexapark, on est quand même à près de... En fait, les volumes de PPA signés en Europe ont diminué de près de 40% au premier semestre 2025 par rapport au pic précédent. Mais évidemment, on parle un petit peu de brownfield et greenfield confondus. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'élan climatique, il reste présent, mais je dirais qu'il est moins prioritaire parce que les entreprises font face à 3 contraintes, c'est pression économique, sécurité de l'approvisionnement et puis des objectifs de décarbonation. Donc en fait, oui, d'un côté, il y a un ralentissement, je dirais, de l'élan vert, mais de l'autre côté, les entreprises ont quand même pris des engagements RSE et elles ont des objectifs qui sont parfois binding. Je pense que nous, ce qu'on défend, c'est que le vert, il doit être certes vertueux, mais défendable économiquement. Et s'il ne s'inscrit pas dans une logique de compétitivité de l'entreprise, et ça rejoint un petit peu ce qu'a présenté avant Gladys, il y a justement un problème. Alors, rapidement, on a mis les leviers, si je puis dire, classiques pour verdir son approvisionnement. Donc, on a vu les garanties d'origine, les PPA, des produits boursiers verts. Et je crois qu'en fait, l'idée à retenir de tout ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'opposer ces solutions, mais on peut les faire travailler ensemble finalement. Et avant de se lancer dans une stratégie de verdissement, le principal, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut verdir. Est-ce qu'on recherche finalement une visibilité sur le prix? Est-ce qu'on recherche le prix le plus bas? Est-ce qu'on recherche de remplir des objectifs RSE? Tout ça, c'est important parce que ça va permettre déjà d'identifier un objectif. Et je dirais, une fois que l'objectif il est identifié, il faut identifier quelles sont les ressources qu'on est prêt à mettre en face. Parce qu'on a les ressources hommes, temps, financières. Donc voilà, tout ça dépend de la stratégie. Alors, on en a parlé, la garantie d'origine, je dirais que c'est la plus simple en fait, parce qu'elle permet de verdir rapidement un portefeuille avec traçabilité, flexibilité, elle est quand même peu engageante, elle est liquide. Maintenant, si on est vraiment puriste, elle garantit pas forcément ce qu'on appelle une additionnalité. Donc, sans forcément encourager de nouvelles capacités renouvelables, mais selon l'objectif cherché, elle peut vraiment remplir les critères. Après, alors les PPA, j'ai mis des choses assez succinctes, Greenfield, Brownfield, je ne savais pas ce qui allait être présenté. Je pense que le PPA Greenfield, aujourd'hui, est un sacré challenge pour une entreprise.
Pourquoi? Alors déjà, il y a un aspect risque qui est non négligeable, que ce soit le risque de contrepartie du producteur / développeur de vous, et puis le risque marché. Attention, qui porte le risque? Parce que souvent, ça peut être les consommateurs, l'industriel par mauvaise information. Donc, il faut bien le monter, son PPA. Et bien le monter, ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent des frais qui sont importants. Ce que j'ai retenu de la présentation de Gladys et qui peut être très intéressant pour des clients, c'est qu'effectivement, en passant par un brownfield, en moyenne, un client, il peut gagner jusqu'à 100 000 euros, puisque je dirais de frais entre guillemets de mise en place entre le juridique. Ça, c'est pour ça que le PPA brownfield, de manière générale, il est plus attractif et moins risqué parce qu'il est déjà en service. Un autre point du PPA Greenfield, et qui n'est pas des moindres et qui va grossir d'ici quelques années, c'est la connectivité au réseau. L'accès au grid, qui peut prendre beaucoup de temps, qui n'est pas garanti. Et puis, donc ça, c'était je dirais, la différence entre le projet et l'existant. Mais après, en PPA, selon ce que vous voulez faire, Gladys en a un peu parlé, on a donc du virtual, on a du on-site, on a du cross-border. Et encore une fois, on en revient à quel est l'objectif sous-jacent au verdissement. Parce que, est-ce que c'est une couverture, un hedging par rapport à quelque chose d'autre? Le cross-border, par exemple, il y a toutes les questions IFRS qui se posent et de comptabilité et qui peuvent être assez finalement prenantes et aller à l'encontre de l'intérêt initial, en fait. Je dis ça parce que moi, j'ai rencontré des clients qui ont travaillé 2 ans sur un PPA quand on s'est rencontrés pour finalement ne pas le faire. Donc, voilà, quand on se lance dans ce genre de projet, il faut vraiment avoir une stratégie derrière et vraiment connaître ses ressources. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les produits boursiers. Donc là, c'est des produits, par exemple, qu'on peut retrouver sur EX, qui sont des achats de pics solaires du lundi au dimanche. Et donc, en fait, je dirais que l'avantage de ces produits, c'est qu'il n'y a pas de... Vous achetez directement quelque chose de tout fait. Maintenant, c'est pas forcément opposable au PPA, ça peut complètement être quelque chose qui se fait en complément et en stratégie de hedging par rapport à un PPA prix. L'accès de l'électricité, il est traçable finalement avec ce genre de produits. Et puis, il n'y a aucune complexité juridique ou risque, et c'est une solution assez rapide, parce que vous savez, entre guillemets, ce que vous achetez. Et puis, donc, pas de risque de contrepartie, puisque vous êtes sûr que le produit existe. Le développeur, vous n'êtes pas responsable de savoir s'il sera là dans 10 ans. Vous limitez l'exposition au prix négatif et puis ça permet de construire une véritable stratégie d'électricité verte. Comme je disais tout à l'heure, j'ai mis un cas concret. Je sais pas pourquoi on a un spot qui s'est mis là, mais enfin, en fait, l'idée, c'est de pouvoir composer entre les deux en fonction de son profil et en fonction de son appétence au risque. Ça sert à rien d'aller à tout prix sur une technologie, mais il faut construire un portefeuille vert qui en fait a un sens pour vous. Il n'y a pas de martingale qui existe. Et ceux qui vous le diront sont pas honnêtes, il y a un problème. La réalité, c'est que c'est quelque chose qui doit convenir à votre profil. Donc, en fait, une entreprise, elle peut utiliser des garanties d'origine pour verdir rapidement, un PPA brownfield pour sécuriser un cycle un socle de volume et une vision prix stable, et puis des produits boursiers pour booster sa compétitivité et faire du hedging. Donc, en fait, je dirais que l'objectif, c'est pas d'être parfaitement vert,
mais intelligemment vert, si je puis dire. Merci Louise. Je dirais économiquement vert, si je Voilà. reprends un peu tes mots. Du coup, hyper intéressant. J'avais une question sur ce produit boursier. Du coup, il existe depuis quand? Et c'est une conséquence de ce qu'on a pu constater sur les marchés avec énormément d'heures à prix négatif, en tout cas un nombre d'heures à prix négatif qui augmente. Et c'est un espèce de courant pour essayer de contrer ça et du coup d'encourager la consommation à ce moment-là? Donc, comment ça s'est fondé ce truc? Oui, alors en fait, effectivement, ça a été créé pour essayer de limiter les heures négatives. Alors, il y a eu ça a été initié dès 23, je crois, en Espagne. Et puis là, ça a été puis octobre, c'est en place en France et c'est donc sur EEX. Et vous pouvez demander à votre fournisseur, en fonction de votre contrat évidemment, est-ce que vous pouvez acheter, si c'est quelque chose qui est faisable, puisque je crois que c'était toute ta question, c'était quand? Oui, c'était quand et pourquoi? Donc, C'était quand et pourquoi, voilà. Donc effectivement, donc, si c'est ça a pour démarré en Espagne, ça doit pas être loin pour essayer de régler la problématique de cloche. c'est ça, tu as tout compris. Ok, très clair. Et après, c'est vrai que, alors c'est peut-être pas évident de parler de notion de prix parce que forcément, vu qu'on est sur un produit boursier, ça doit être très, très fluctuant, mais ça donne des produits intéressants de quel ordre par rapport au marché classique? Bah, ça dépend. Alors, c'est sûr que ça dépend parce que tu vois, quand tu vois que entre la France et l'Allemagne, par exemple, lundi, il y avait 150 € de différence euh, sur le DE-Aid. Je dirais l'intérêt, il est vraiment lié plus à une temporalité. Donc, c'est sûr que pour faire ça, il faut avoir une bonne vision de sa consommation ou de sa stratégie d'edging et aussi être assez flexible. D'accord. Ok, ouais, ça demande, ça pousse à la flexibilité, quoi. Ok, C'est donc ça. j'imagine que des gens qui font du trading en stockant seront hyper intéressés par ça. Pour un industriel qui est plutôt en baseload, il va être un peu coincé, quoi. Ça va pas être si simple que ça. C'est ça. T'as l'impression que Après, chaud continu, ça fonctionne pas, quoi. faut voir comment ça Donc, peut faut être trouver les intégré, bons. tu vois, en couverture. Ouais, oui. Ok, très clair. Parce qu'en fait, la vraie idée, c'est que toutes ces solutions, elles existent. Mais si le profil de risque, il n'a pas été bien encadré dès le début, si l'objectif, il n'est pas clair, ça ne sert à rien de parler de verdissement. C'est ces premières étapes pour après savoir pourquoi et comment est-ce qu'on peut mettre à disposition. C'est tout le triptyque que nous, on aime beaucoup chez Pôle Énergie, qui est en gros maîtriser les mégawattheures et qu'est-ce qu'on veut atteindre comme conso en mégawattheures, maîtriser les tonnes de CO2, quels objectifs on se fixe là-dessus, et puis maîtriser naturellement tous les aspects économiques et driver tout ça de manière assez intelligente. Ouais. Très clair. Bah, merci à toutes et tous d'avoir participé. Puis si vous avez des questions, normalement vous avez eu les coordonnées dans les présentations. Il restait celle d'Inda que je diffuse maintenant, donc n'hésitez pas. Ou bien vous passez par Pôle Énergie. Merci à tout le monde et une bonne soirée.